Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Koulikoro, l'insécurité prive 110 écoles de fonctionner. C'est le sujet du grand dialogue délocalisé à Koulikoro dans le cadre du festival Agna pour cette année scolaire 2023-2024. Plus de 1500 écoles sur 9000 sont fermées ou ne sont pas fonctionnelles au Mali, selon l'UNICEF, à cause de l'insécurité. Dans la région de Koulikoro, 110 écoles sont fermées sur les 575 structures éducatives que compte l'académie à la date du mois de février 2024. Une situation qui affecte des milliers d'enfants. Quelle alternative pour la réouverture cette année des écoles fermées à Koulikoro? Quelles sont les mesures prises en place? Où en sommes-nous avec le retour des enseignants dans les localités concernées? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Mamadou Sanogo, chef de la division éducation de base à l'académie de Koulikoro. Draman Traoré, parent d'élèves qui pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Abdoulaye Abakar Maïga, représentant régional de la synergie des syndicats de l'éducation, signateur du 15 octobre 2016. À la présentation, je suis Rana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Sanogo, dans quelles conditions la rentrée des classes avait démarré en octobre dernier dans la région de Koulikoro? Ok, bonsoir, merci bien Monsieur Maïga. Tout d'abord, je dis bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être sur le plateau du studio Tamani pour parler de cette thématique très importante que la fermeture des classes et la perspective de leur réouverture. Effectivement, la rentrée des classes pour l'année scolaire 2023-2024 s'est bien déroulée. Nous avons connu une rentrée certes un peu en dents dessus, et cela, les raisons sont effectivement connues. Mais dans l'ensemble, la rentrée scolaire s'est bien démarrée. Les cours sont effectifs et pour l'instant, si ça devait continuer comme ça, je crois qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas tenir les examens à date échue. Combien d'écoles restent encore fermées dans la région? Bon, par rapport à l'académie d'enseignement de Koulikoro, nous avons 110 écoles qui sont fermées, 42 pour le cap de Banamba, et 68 pour le cap de Koulikoro. Donc au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons un total de 110 écoles fermées suite à l'insécurité. Qu'est-ce qui explique cette fermeture des écoles? Bon, comme je le disais tantôt, les raisons essentielles, c'est surtout l'insécurité. Donc il n'y a pas autre raison, c'est pas que les enseignants ont à un moment donné sciemment les classes, non. C'est dû seulement à l'insécurité, parce que tous les rapports, en tout cas circonstanciés, que nous avons reçus par rapport à ces fermetures de classes, et tous ces rapports indiquent la présence des hommes armés au niveau de l'espace scolaire qui viennent menacer nos enseignants, qui viennent leur demander d'abandonner le français au profit de la langue arabe. Et généralement, ce sont des menaces aussi qui sont suivies de faits. Si jamais nos collègues enseignants s'atteintaient, c'est des menaces qui sont suivies de faits. Donc, grosso modo, la raison fondamentale, c'est dû à l'insécurité et aux menaces incessantes que nos enseignants subissent sur le terrain. D'accord. Abdoulaye Abakar Amaïga, vous êtes le représentant régional de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Comment comprenez-vous la fermeture d'une centaine d'écoles dans la région de Koulikoro? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a si bien dit le chef de division de l'académie, nous avons constaté également la fermeture de ces établissements et la cause pertinente, c'est l'insécurité dans ces zones. Donc, suite à l'insécurité, nous avons assisté à la fermeture de ces écoles.
Et les anciens ont été à plusieurs reprises menacés par les hommes armés. Donc voilà un peu les raisons pourquoi ces écoles-là sont fermées. C'est quel type de menace? Bon, très généralement, les hommes armés ils débarquent dans les écoles, demandent aux anciens de surseoir au cours de français, de transformer même souvent les établissements en médersa. Donc si alors les anciens ne respectent pas alors leurs consignes, donc les anciens sont agressés, souvent même d'autres sont attaqués même. Donc voilà un peu les raisons de la fermeture de ces écoles. C'est ce qui a fait que les enseignants ont quitté ces localités? Tout à fait. D'accord. Que deviendront alors donc ces enfants déscolarisés? Maintenant, ces enfants déscolarisés, on a essayé, sinon on a tenu plusieurs rencontres avec les autorités administratives, avec les autorités scolaires, pour alors trouver des solutions. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certaines communes alors que les enfants ont repris le chemin de l'école. Des communes où les écoles sont fermées? Ils étaient fermés. Donc il y a surtout le Cap de Koulikoro. Au Cap de Koulikoro, il y a une commune où alors les anciens ont repris le travail, la commune de Dinadougou. Maintenant, on est en train d'œuvrer par tous les moyens. On a rencontré le gouverneur. C'était dans quel mois? Au mois de janvier, tout de suite. On a rencontré le gouverneur, on a rencontré le DAE, le DCAP, le CGS, pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir réouvrir ces établissements fermés et pour que les enfants puissent reprendre leurs cours. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions prises rapidement par les autorités en charge de l'éducation de la région de Koulikoro pour la réouverture de ces écoles fermées? Merci bien, M. Mega, une très bonne question. Mais permettez-moi de vous dire que, en réalité, tout reste tributaire de la situation sécuritaire. Tout reste tributaire de la situation sécuritaire. Si la situation sécuritaire s'améliorait, même demain, je suis sûr que les enseignants ils vont retourner dans leurs écoles parce que nous le savons, ils ont l'amour de ce métier. Mais tant que la situation sécuritaire reste détériorée, c'est très difficile. Il n'y a pas de recette miracle. Je vous avoue, en la matière, il n'y a pas de recette miracle. C'est très difficile quand même de demander quand même aux collègues enseignants de retourner encore dans des zones où ils subissent quotidiennement vraiment des menaces. Et ce n'est pas un secret. Ces hommes sont capables vraiment de tout. Donc, pour moi, je pense tant que la situation sécuritaire reste détériorée, il n'y a pas de recette miracle. Il a parlé tout à l'heure qu'il y a une commune où les enseignants ont retourné pour enseigner les enfants dans cette commune qui avait été victime par ces groupes armés. Comment est-ce que cela s'est déroulé? Est-ce que les conditions étaient réunies pour que les enseignants puissent retourner dans ces localités? Bon, j'apprends ça tout de suite de mon collègue Mega. Je me réjouis parce que c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que je disais tantôt. Certainement qu'aujourd'hui à Dina, la situation sécuritaire est telle que les enseignants puissent retourner pour vaquer à leur occupation quotidienne, qui est l'enseignement des enfants. Donc j'apprends l'information ici, c'est très important, c'est très positif. Mais je sais que si aujourd'hui à Dina, les enseignants sont retournés, c'est qu'aujourd'hui quand même on est sûr. Les autorités locales sont sûres qu'aujourd'hui, la sécurité est telle que les enseignants peuvent retourner en toute tranquillité et que les élèves aussi peuvent regagner la classe aussi en toute tranquillité pour apprendre. Dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a une centaine d'écoles qui sont fermées, notamment 110 écoles fermées dans l'académie de Koulikoro. Combien d'enfants sont-ils affectés ainsi que des enseignants affectés par cette situation de 110 écoles fermées? Merci bien, M. Mega. Les chiffres, en tout cas, qui sont à ma disposition ici, c'est que déjà au niveau du Cap de Koulikoro, nous avons 6324 élèves qui sont touchés par cette crise, cette fermeture des classes, dont 5743 au premier cycle et 581 au niveau du second cycle. Et sur ces 6324 élèves, il y a 2860 qui sont
des filles. Donc ça, c'est au niveau du cap de Koulikoro. Et au niveau du cap de Banamba, c'est 4791 élèves qui sont touchés par cette fermeture des classes, dont 3004 garçons et 1787 filles. Je peux enchaîner aussi avec la même situation par rapport aux enseignants. À Koulikoro, c'est 163 enseignants qui sont touchés par la fermeture de ces écoles, dont 141 au niveau du premier cycle et 22 au niveau du second cycle. Et à Banamba, c'est 150 enseignants qui sont touchés, dont 11 au niveau du fondamental 2, c'est-à-dire le second cycle, et 139 au niveau du fondamental 1, le premier cycle. Donc voilà, en termes de chiffres, le nombre d'enfants et d'enseignants qui sont touchés aujourd'hui par cette fermeture des classes. D'accord. Monsieur l'enseignant, que deviennent tous ces enseignants qui sont affectés par cette insécurité? Bon, ces enseignants qui sont affectés par cette insécurité et qui ont alors quitté leur poste pour cause d'insécurité sont ici pour le compte du Cap de Koulikoro. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont ici en ville et qui sont en train de dispenser des cours, de d'épauler les écoles de la commune urbaine de Koulikoro. Donc pour ne pas perdre la main, ils sont en train de travailler pour les écoles de façon bénévole dans les établissements publics. Voilà. Ils sont payés quand vous dites de façon bénévole? Oui, bon, comme ce n'est pas leur localité d'affectation, au lieu de rester ici à ne rien faire, donc ils sont en train de dispenser des cours dans les écoles publiques. Voilà, parce que ces anciens, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, donc ils sont là, donc ils sont en train de dispenser des cours dans les écoles publiques. Voilà. Vous l'avez dit qu'il y a une école qui a été ouverte dans une des communes fermées. Est-ce que les conditions sécuritaires étaient réunies pour permettre à ces écoles-là de rouvrir? Effectivement, les conditions étaient réunies parce qu'il y a le maire de la commune de Dinandougou qui a beaucoup fait, il a beaucoup démarché, il a démarché les autorités administratives, les autorités scolaires, et avec l'appui du gouvernorat et puis les forces de sécurité, donc ils ont pu faire un ratissage et puis diminuer alors vraiment le taux d'insécurité dans la zone de Dinandougou, et les anciens ont repris. Les enseignants accepteront-ils de rejoindre leur poste dans les zones d'insécurité au nom du patriotisme, même si les conditions n'étaient pas réunies? Bon, ça serait un peu difficile, en toute honnêteté, parce que la première condition sine qua non, c'est d'abord la sécurité. Parce qu'ils sont, à longueur de journée, ils sont victimes de menaces, d'attaques. Donc, on ne peut pas envoyer un enseignant dans une localité où c'est un no man's land. C'est quasi impossible. Mais une fois qu'on sent qu'il y a le strict minimum de sécurité, les enseignants sont prêts à retourner au poste pour aller travailler. Et quelle garantie vous souhaiterez? Qu'ils ne soient pas menacés. Que les anciens ne soient pas menacés, qu'il aille dispenser les cours et retourner en toute quiétude. C'est la seule condition que nous demandons. Et nous savons que la sécurisation des citoyens et de leurs biens émane des autorités. Donc maintenant, nous leur demandons de mettre tout en œuvre pour que la sécurité revienne très rapidement dans ces localités pour que les anciens puissent rejoindre leur poste et enfin que les enfants retournent à l'école pour pouvoir étudier. D'accord. Vous avez cité des milliers d'enfants qui sont victimes aujourd'hui à cause de cette insécurité, qui ne partent plus à l'école. Quel avenir pour ces enfants en détresse? Une excellente question. L'avenir pour l'instant est sombre. Là, ne cachons pas les mots. Parce que par rapport à ces milliers d'enfants qui sont touchés par la fermeture de ces écoles, nous savons déjà que par endroit, les parents qui ont les moyens, certains ont pu amener les enfants vers d'autres horizons où les conditions sécuritaires sont meilleures. Si je prends par exemple le cas du cap de Banamba, nous savons que beaucoup de parents ont déjà amené les enfants vers Bamako, vers d'autres écoles publiques. Certains aussi les ont amenés dans d'autres communes de Banamba où la situation sécuritaire est meilleure, parce que tout dépend aussi des conditions d'accueil. Tout dépend des conditions d'accueil. Et nous savons que c'est des zones rurales, c'est des zones extrêmement pauvres.
Ce n'est pas aussi facile d'amener son enfant chez son voisin. Il doit manger, il doit s'habiller. Donc ce n'est pas aussi facile. Donc partout quand même où c'est possible, l'administration a pu faire délocaliser certains élèves pour les amener vers les endroits plus sécurisés, on peut le dire ainsi. Combien d'élèves? Bon, je n'ai pas tout de suite le nombre, mais ce n'est pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'avenir quand même reste pour l'instant sombre. C'est vrai que au niveau des autorités, nous sommes confiants que la situation va s'améliorer. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire que ça va s'améliorer tout de suite. Nous sommes conscients qu'il y aura de l'amélioration, mais pour l'instant, il faut le dire, beaucoup d'enfants continuent encore à errer, n'est-ce pas, au niveau de la nature, faute de structures éducatives ouvertes et sécurisées pour les accueillir. Alors, quelle garantie, selon vous, l'État peut-il donner aux enseignants afin qu'ils puissent retourner dans ces localités en insécurité? Bon, Monsieur Méga, mon collègue, mon co-débatteur a touché un peu du doigt cela. La garantie que l'État peut les offrir, c'est d'abord faire en sorte que ces zones d'insécurité soient d'abord sécurisées. Parce que les anciens ne demandent que ça. Les anciens ne demandent que ça. Si vous voulez que ces anciens, et si nous voulons que ces anciens retournent dans leur école de départ, il faudrait que ces zones soient sécurisées, que l'ancien quand même ne se sente pas quand même menacé. Quelqu'un qui doit transmettre le savoir, et le savoir, on ne peut jamais le transmettre que lorsqu'on est quand même dans des conditions idéales pour le faire. Vous êtes en classe, vous attendez des bruits par-ci par-là, c'est difficile, parce que c'est devenu une sorte de psychose même. Une sorte de psychose même au niveau de nos écoles. Vous savez, souvent les enfants, même quand ils voient un seul motocycliste passer, souvent c'est la fuite. Ils pensent aux djihadistes. Parce que c'est des gens qui viennent le plus souvent en moto, armés. Donc c'est une sorte de psychose aujourd'hui que nos élèves et nos enseignants vivent, n'est-ce pas, dans les écoles. Donc aujourd'hui, si l'État peut, aujourd'hui, nous savons que l'État fait beaucoup, il faut le dire. Notre territoire est suffisamment vaste. Mais si l'État peut assurer ne serait-ce qu'un minimum de sécurité quand même pour que ces enseignants puissent se sentir vraiment sécurisés d'abord dans leur corps, dans leur âme, et à ce moment le retour ne posera pas de problème. Est-ce que vous, en tant que responsable en charge de l'éducation au niveau de l'académie, est-ce qu'on encourageait les enseignants qui sont dans ces zones d'insécurité de se retirer ou on les encourage de foncer, de continuer les études? Non, l'académie n'encourage pas quelqu'un à quitter. Au contraire, chaque fois que nous recevons des informations, nous essayons toujours de partir à la vraie information. Parce que souvent aussi, il faut le dire, par endroits, on sait que les anciens avaient déjà quitté les lieux quand les djihadistes n'avaient pas encore fait leur apparition. Bon, ça peut se comprendre. Quand vous êtes à 5 km d'un village et que les djihadistes sont signalés là-bas, on croirait aisément que la prochaine fois, ça sera son tour. Donc nous avons eu à connaître des situations de ce genre, où les anciens ont déserté sans la présence des hommes armés. Mais partout où ça a été le cas... Quelle a été votre réponse? Bon, notre réponse a été d'abord de demander à ces anciens de retourner. Ça, nous l'avons fait. Ça, nous l'avons fait. Nous avons demandé quand même à ces anciens de retourner. Sont-ils retournés? Évidemment, certains sont retournés. Certains sont retournés. Ça a été, et ceux qui n'ont pas été retournés, ça a été timide. Bon, ceux qui ne sont pas retournés, on continue quand même, en tout cas, à les sensibiliser et on continue quand même à parler avec eux parce qu'il n'y a pas raison que d'autres sont retournés et que d'autres ne retournent pas. Là, avec les syndicats des enseignants, et nous sommes vraiment en train de voir où partout aujourd'hui où la situation sécuritaire est favorable, nous sommes en train de demander aujourd'hui aux enseignants de retourner. Et aujourd'hui, à Banamba, nous savons que tous les enseignants qui étaient dans ces situations ont été redéployés vers d'autres écoles plus sécurisées où ils continuent à donner les cours normalement. Mon co-débatteur l'a dit, Koulikoro aussi, le processus, n'est-ce pas, est en cours. Le redéploiement est en train de se faire. Comme Méga l'a si bien dit, ce sont quand même des fonctionnaires.
Il ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Et de façon volontaire, effectivement, certains sont en train d'exercer leurs fonctions dans d'autres écoles. Mais cela ne suffit pas. Effectivement, nous avons demandé effectivement au CAP de Koulikoro d'engager un processus vraiment de redéploiement pour que ces enseignants soient utiles à d'autres élèves en attendant que la situation ne s'améliore dans leur lieu de fonction. Abdoulaye Abakar Amaïga, si l'État lui-même n'est pas présent dans ces zones d'insécurité, est-il possible d'engager les enseignants à y être présents? Oui, bon, parce que vous savez que pour un premier départ, les enseignants n'étaient pas leur cible. C'était les représentants de l'État. Mais c'est ces derniers temps-là qu'ils ont amené leurs histoires de français, d'arabe et autres là, que les enseignants sont menacés. Et très généralement, ils viennent dans un premier temps donner des avertissements aux enseignants. Ce n'est pas la même chose comme les représentants de l'État. Et il y avait beaucoup de localités où il n'y avait pas les représentants de l'État, mais les enseignants y étaient. Les enseignants y étaient, ils ont travaillé pendant des années. C'est à la dernière minute qu'ils sont retournés voir les enseignants, leur demandant soit de transformer l'école en médersa ou de dégager les lieux. Donc il n'y avait pas de représentants de l'État là-bas, mais les enseignants y étaient. Donc pratiquement dans beaucoup de localités, c'était comme ça. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour permettre aux enseignants de retourner? Bon, l'État continue à faire des ratissages. L'État continue à faire des ratissages, mais comme l'a si bien dit mon co-débatteur, nous avons un territoire extrêmement vaste, donc ce n'est pas facile. Mais quand même, nous osons espérer que dans un meilleur délai, alors toutes les localités seront sécurisées pour que ces enseignants-là retournent dans leur lieu. Il a dit tout à l'heure que l'avenir de ces enfants est encore sombre. L'avenir de ces enfants est-il une priorité pour les autorités en charge de l'éducation selon vous? L'avenir de ces enfants est un souci majeur pour les autorités scolaires. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les autorités scolaires qui démarchent les représentants de l'État, l'administration, l'exécutif, pour trouver une solution pour que ces enfants-là puissent retourner dans les écoles. Parce que ces enfants-là sont dans cette situation, ça ne plaît même pas à l'administration scolaire, aux autorités scolaires. C'est malgré eux qu'on est dans cette situation. Sinon, si ça ne tenait qu'à eux seulement, maintenant, on a trouvé que tout est OK. Ouais. Il a parlé tout à l'heure de la prise en charge de certains élèves dans des zones d'insécurité. Comment ça se passe, cette prise en charge se passe dans les zones d'insécurité selon vous, selon vos propres constats? Bon, ces enfants dans les zones d'insécurité, bon, leur prise en charge, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Sauf que les enfants qui ont des parents dans d'autres localités, qui viennent pour étudier, sinon ceux qui sont restés dans les localités d'insécurité là, vraiment leur prise en charge est un problème. C'est un problème très sérieux parce que même avant l'insécurité, même avant la dégradation de la situation sécuritaire, il y avait des cantines scolaires. Mais avec la présence de ces hommes armés là, ils pillent tout, donc leur prise en charge est un véritable problème. Donc ce n'est pas du tout facile. Voilà. Existe-t-il des initiatives régionales à Koulikoro concernant la réouverture des écoles fermées? Bon, je peux dire qu'il existe des initiatives régionales et même nationales. Il y a juste 2 semaines, il y a eu un atelier qui s'est tenu dans beaucoup de régions. Un atelier sur la déclaration sur la sécurité dans les écoles et la réouverture des écoles fermées. Donc c'est un atelier qui s'est tenu dans certaines régions, dans certaines académies. Et nous, c'est les autorités, tout ce qui est comme acteurs au niveau de l'éducation, les maires, les préfets, les syndicats, la société civile, tout le monde y a participé. Et on continue à mûrir encore les idées par rapport à comment trouver vraiment des stratégies pour permettre la réouverture vraiment de ces écoles. Donc ce n'est pas les idées qui manquent, mais je reste encore en tout cas convaincu et persuadé que c'est à la suite
de l'action militaire, que certainement l'action civile prendra le relais à travers le retour, en tout cas des enfants et des enseignants au niveau de l'école, parce que ce n'est vraiment pas facile. On a beau avoir les meilleures idées et les meilleures stratégies, mais si les conditions sécuritaires ne s'améliorent pas, ça sera très difficile qu'il y ait un retour espéré des enseignants. Alors, ces initiatives des acteurs de l'éducation sont-elles prises avec les enseignants? Bien sûr, tout ce que les autorités politiques, tout ce que les autorités éducatives mènent comme réflexion, comme action, c'est avec le syndicat. Le syndicat est le partenaire privilégié de l'éducation de l'école. En tout cas, toutes les actions que nous entamons et tous les actes que nous posons, nous les faisons avec les syndicats. Nous les faisons avec le syndicat et ils nous aident aussi dans la mesure du possible avec les meilleures idées et puis les décisions les plus idoines qu'il faut par rapport à cette problématique. Les syndicats sont-ils impliqués dans ces initiatives régionales pour permettre aux écoles, pour la réouverture de ces écoles fermées? Bien sûr. Jusqu'à quel niveau? Le syndicat est impliqué du début à la fin. Du début à la fin, le syndicat est impliqué. Aucune décision, aucune stratégie n'est prise sans le syndicat. Donc sur ce point, les autorités scolaires, administratives, politiques, tout, avant toute prise de décision, les syndicats sont consultés, les syndicats sont alors impliqués dans les décisions. Qu'est-ce qui est pris au cours de ces entretiens, de ces rencontres? Bon, lors de ces rencontres-là, on regarde ensemble alors la faisabilité, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse là, tant qu'il n'y a pas la sécurité, alors les efforts restent vains. Donc, en tout cas, nous amenons des idées, des arguments, et dans la mesure du possible, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Quelles sont ces idées, quels sont ces arguments que vous amenez? Oui, mais maintenant, il faut trouver obligatoirement des solutions à cette insécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions à cette insécurité? Et très généralement, nous tenons des rencontres avec le gouverneur, l'académie, les CAP, tout. Donc, il y a certaines communes même où il y a des détachements de militaires, mais à reconnaître que les localités là sont très éloignées. C'est très éloigné. Parce que s'il faut alors faire un ratissage ici et puis aller faire 200 km encore et revenir, ça pose problème. Donc il faut que toutes ces localités-là alors parviennent à être sécurisées pour pouvoir faire face à l'essentiel. Alors, quelles sont les chances pour que ces initiatives puissent aboutir? C'est une volonté politique et administrative qui est là. C'est une volonté. Et nous savons que alors, les autorités sont à pied d'œuvre pour tout mettre en œuvre pour que ces localités-là alors, soient sécurisées et que tout rentre dans l'ordre. Donc, maintenant, la sécurisation de ces localités et puis les mesures, les dispositions à prendre reviennent aux autorités compétentes. Existe-t-il des chances pour que ces initiatives régionales puissent aboutir? Si l'armée continue à monter en puissance, et si les ratissages continuent comme ça devait l'être, et si les conditions sécuritaires s'amélioraient, vous l'aurez constaté, j'ai utilisé beaucoup d'ici. Évidemment, il n'y a pas une raison de ne pas espérer. Nous continuons à espérer parce que notre armée monte en puissance. Nous continuons à espérer parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le Mali s'est mis dans une seule voie pour vraiment mettre hors d'état de nuire effectivement ces individus sans foi qui continuent à s'aimer le trouble au niveau effectivement de nos écoles. Donc nous restons convaincus que ça peut prendre du temps,
Mais nous sommes confiants que, Inch'Allah, main dans la main, que cette situation sera classée, Inch'Allah, dans les oubliettes. Ces initiatives régionales sont-elles prises en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés dans les différentes communes qui sont dans cette situation d'insécurité? Aujourd'hui, au niveau de nos caps, nous savons qu'il y a des rencontres fréquentes, des quarts de concertation. Et même le dernier atelier qui s'est tenu ici à Koulikoro sur la déclaration sur la sécurité dans les écoles, tout le monde y était là. J'ai dit tout le monde y était là. L'autorité politique était là, les autorités administratives étaient là, la société civile était là, le syndicat était là, la presse était là. En tout cas, tous les acteurs étaient là. Et dans une synergie totale, nous savons aussi qu'à l'intérieur aussi de nos communes, que ce soit à Koulikoro ou bien que ce soit à Banamba, des concertations se font toujours pour voir dans quelle mesure la situation sécuritaire peut être vraiment améliorée. C'est tous les acteurs qui se donnent effectivement la main pour trouver une solution vraiment à cette fermeture des écoles qui a fait trop de mal, il faut le dire, qui a fait trop de mal. Mais malheureusement, comme on le dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. S'il y a amélioration du niveau sécuritaire, les écoles vont tout de suite reprendre. S'il y a amélioration sécuritaire, les écoles vont tout de suite vont être réouvertes. Où se situent donc les responsabilités de ces écoles fermées selon vous? Les responsabilités? Oui. Non, mais d'abord, la cause principale de la fermeture de ces écoles-là, c'est l'insécurité, comme l'a si bien dit mon co-débatteur. Et vous le savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas travailler. Donc, la cause même de la fermeture de ces écoles-là, c'est l'insécurité. Une fois qu'on sent que la sécurité est assurée tout de suite, là, ces écoles-là seront réouvertes très, très facilement. Ce n'est même pas compliqué. Voilà. Donc, la cause réelle, c'est l'insécurité, sinon rien d'autre. Face à cette situation, à quoi faut-il s'attendre? Bon, face à cette situation, c'est une situation difficile, c'est une situation compliquée, mais nous osons espérer que dans un bref délai, la situation va s'améliorer et que ces écoles-là vont réouvrir encore. Sinon, vraiment, comme ça, là, il faut le dire, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'avenir de ces enfants-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Au regard de ces écoles fermées, quelle a été la responsabilité du syndicat régional par rapport à la réouverture de ces écoles, par rapport à la sensibilisation de ces enseignants? Le syndicat a toujours sensibilisé ses militants qui se trouvent dans ces zones d'insécurité. Le syndicat a toujours démarché avec des propositions de sortie de crise, de propositions de solutions aux autorités administratives, éducatives et scolaires. Le syndicat l'a toujours fait. On les a toujours démarchés et à chaque fois il y a des rencontres entre syndicats, administration et autorités administratives, autorités scolaires. Chaque fois il y a des rencontres. Donc on est à pied d'œuvre pour que alors, la stabilité règne encore dans ces localités-là, pour que les enseignants puissent se retourner et dispenser leurs cours normalement. À chaque fois quand il y a des écoles fermées, vous envoyez un rapport au niveau supérieur pour leur montrer le nombre des écoles fermées dans votre académie. Quelle a été leur réponse à chaque fois que vous envoyez vos rapports? Bon, effectivement, nous envoyons chaque fois que il y a de nouvelles situations, nous envoyons les rapports auprès de qui de droit, que ce soit au niveau régional ici ou à Bamako. Bon, évidemment, l'académie comme le CAP, chaque fois nous sommes quand même au premier plan par rapport à trouver des solutions par rapport à la fermeture de ces écoles.
Je sais que beaucoup de fois, nous avons été saisis par le gouverneur pour nous demander quand même de donner des pistes de solution, bien des pistes de réflexion par rapport à la possibilité d'ouvrir certaines écoles. Et chaque fois, avec les syndicats, avec les enseignants et avec les populations de ces endroits concernés, nous essayons chaque fois de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ces écoles puissent être réouvertes. Et comme je l'ai si bien dit tantôt, au risque de me répéter, mais la répétition est toute pédagogique. Les idées sont là, M. Meiga, et il reste seulement que la situation sécuritaire puisse être améliorée, que nos anciens ne se sentent pas menacés. C'est tout ce qui empêche aujourd'hui aux anciens de retourner vraiment dans ces écoles. Et ces menaces-là sont réelles. Et ces menaces sont réelles et sont imprévisibles. Même demain, il peut y avoir des écoles fermées. C'est ça en réalité. Le problème, c'est ça. Même demain, il peut y avoir des écoles fermées. Parce que même demain, ces gens peuvent se rendre dans un village et demander à nos anciens vraiment de quitter. Nous sommes en train de vivre ça quotidiennement. Ça, c'est la réalité aussi qu'il faut dire sur ce plateau. Même demain, il se pourrait que le CAP va nous signaler que d'autres écoles à Koulikoro ou bien que d'autres écoles à Banama sont fermées. Donc, parce qu'ils ont reçu la visite. Au regard de la situation, vous êtes désespéré? On n'est pas désespéré. On n'est pas désespéré au regard de la situation. Mais quand vous dites que même demain, il pourrait y avoir des écoles fermées. C'est la réalité. C'est la réalité. Et ça, c'est une réalité. Parce que quand on voit au rythme où ces écoles-là sont fermées, c'est pratiquement chaque semaine. Les chiffres que je viens de vous donner tout de suite pour Koulikoro, les 68 écoles de Koulikoro, ce n'est pas des chiffres qui datent d'une année ou bien de 2 ou 3 mois. Non, ça c'est des données chaudes hein, que j'ai pu avoir au niveau du Cap de Koulikoro. Donc chaque semaine, il faut s'attendre en tout cas à une information comme ça que les djihadistes sont partis à tel endroit et qu'ils ont demandé aux enseignants en tout cas de... Soit avec cette montée de l'armée qu'on annonce. Ouais. Malgré cette montée de l'armée fait de son mieux. On ne cessera jamais de remercier ici ce que nos femmes, nos braves femmes font pour toute la population. Mais nous sommes encore conscients que notre territoire est un territoire suffisamment vaste. Est-ce qu'il y a suffisamment de mouvements de l'armée dans ces zones d'insécurité dans la région de Koulikoro? Bon, n'étant pas au fin des choses, parce que ça, c'est des informations qui peuvent m'échapper. Je ne peux pas tout de suite dire le mouvement, en tout cas, de notre armée, mais nous savons quand même que des patrouilles se font et des ratissages se font. Et l'armée continue à monter en puissance. Et tant que nous espérons que ces patrouilles vont continuer, que ces ratissages vont continuer, que l'armée continuera à monter en puissance. C'est ce que je dis, ça peut prendre du temps. Mais nous arriverons à bout, en tout cas, de ces forces occultes. Inch'Allah. Monsieur Maïga, est-ce que dans les zones d'insécurité, est-ce que vous recevez des lettres des autorités administratives pour demander aux enseignants de retourner, qu'il y a un minimum de sécurité? Bon, dans ces localités où alors l'insécurité règne, comme l'a tantôt dit mon co-débatteur, à chaque fois que alors il y a des informations, on cherche à voir d'abord qu'est-ce qui se passe réellement. Et quand alors l'insécurité n'est pas aussi grave que ça, nous demandons aux enseignants de rester sur place jusqu'à ce que alors soient réellement menacés. L'administration scolaire, le CAP, l'académie, très généralement, même les syndicats, nous demandons aux collègues de rester tant que leur vie n'est pas menacée et que l'insécurité n'est pas aussi grave que ça, de rester. Comme il l'avait si bien dit à un moment donné, peut-être qu'il y a les djihadistes viennent dans une localité à 5 km, quand on entend les échos, les autres aussi quittent. Ça, c'est pas normal. Parce que tant qu'ils ne sont pas arrivés chez vous, vous devez rester au poste et travailler. Est-ce que cela n'est pas dit à la psychose? C'est la psychose. C'est la psychose.
Est-ce qu'il est arrivé à ce qu'il y ait des enseignants qui soient enlevés dans la région de Koulikoro ou soit tabassés ou autre situation? Bon, ici, il n'y a pas d'enseignant qui a été tabassé, mais il y a des enseignants qui ont été séquestrés pendant quelques heures en leur proliférant des menaces pour informer les autres collègues. Des enseignants qui ont été séquestrés au moins 4 à 5 heures de temps par les terroristes, là, leur donnant des consignes fermes pour pouvoir fermer les écoles là. Donc toutes ces écoles fermées sont fermées de cette manière? De cette manière. Parce qu'en réalité, les terroristes là, ou sinon les djihadistes là, ils sont très mobiles. Ils sont très mobiles. Peut-être qu'ils sont ici à 17h, à 20h, ils sont dans une autre localité. Ils évoluent en moto. Donc ils maîtrisent les coins de brousse là. Surtout l'accès de ces zones là, souvent en véhicule c'est très difficile. Donc ils font ça en moto. Donc ils sont très mobiles. Donc ils peuvent faire 3 à 4 localités par jour. Donc voilà un peu la situation. En l'état actuel de la situation sécuritaire dans le pays, peut-on espérer un accès à l'éducation des enfants? Bien sûr, on peut espérer. On peut espérer. Même à l'état actuel? Même à l'état actuel, tant que les forces armées continuent leur montée en sécurisant les localités, les lieux, donc on peut espérer. On peut espérer. Et nous reconnaissons que l'État fait beaucoup d'efforts, mais nous leur demandons encore de redoubler d'efforts encore pour que ces enfants-là puissent retourner à l'école. D'accord. Sanogo, à l'état actuel, peut-on espérer un accès à l'éducation pour tous? Oui, comme je l'ai si bien dit, nous sommes toujours obligés, oui, comme je l'ai tout bien dit, nous sommes toujours obligés de garder espoir. À l'état actuel, certes, il y a beaucoup de difficultés, il faut reconnaître, il y a beaucoup de difficultés. Mais par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, surtout par rapport à la bonté et à la puissance de l'armée, nous osons croire et espérer que les enfants vont aller de plus en plus à l'école. En tout cas, partout où il n'y a pas de problème de sécurité, l'école existe, les enseignants existent. Et les élèves sont en train d'apprendre. Ce n'est pas toutes les écoles de l'académie de Koulikoro qui sont fermées. C'est quelques écoles, c'est vrai, 110, c'est déjà trop. Mais quand même, ce n'est pas toutes les écoles de l'académie de Koulikoro qui sont fermées. Et comme je l'ai si bien dit, partout où il n'y a pas de problème sécuritaire, l'école existe. Les 110 écoles qui restent encore fermées, nous osons espérer que même d'ici les grandes vacances, que les cours puissent reprendre dans certaines écoles. En tout cas, c'est notre souhait. En tout cas, notre vœu le plus ardent. Vous l'avez dit qu'il y a les enfants qui sont dans cette situation, dont leur situation leur avenir est sombre. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou d'autres solutions pour ces enfants-là qui sont dans cette situation d'insécurité? Bon, dans un premier temps, notre souci d'abord, c'est notre souci majeur, il faut le dire, hein, c'est d'abord quand même ceux qui sont en situation d'examen, surtout les élèves qui doivent faire le diplôme du titre fondamental, l'examen du diplôme du titre fondamental, le DEF. Je sais que l'année dernière à Koulikoro, tous les élèves de Tougouni ont été acheminés sur N'Djamena pour passer l'examen du DEF. Parce qu'à Koulikoro aussi, il faut le dire, c'est essentiellement Tougouni et N'Djamena qui sont fortement touchés par cette fermeture des classes. À Boron, aussi dans une commune de Banamba, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'élèves quand même qui se sont déplacés dans ces zones, avec le concours des parents, avec le concours des bonnes volontés. Donc certains quand même ont pu tenir l'examen dans ces endroits. Je crois que il y a encore une synergie d'action par rapport à ça, voir comment
prendre en charge ces enfants déplacés qui vont quitter leur zone de départ pour aller faire le DEF vers d'autres zones. Si encore il y a de bonnes volontés par rapport à cette problématique, que ce soit les ONG, que ce soit même les PTF, je crois que l'espoir est encore permis. L'espoir est encore permis. Ainsi se referme ce grand dialogue. On me fait signe que nous n'avons plus de temps. Ainsi se referme ce grand dialogue délocalisé à Koulikoro dans le cadre du festival Agna qui réfléchissait sur les alternatives de la réouverture des écoles fermées. Et nous étions avec Mamadou Sanogo, chef de la division éducation de base à l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Malheureusement, Draman Traoré, parent d'élèves, n'a pas pu nous rejoindre. Abdoulaye Abakar Maïga, représentant régional de la synergie des syndicats de l'éducation, signateur du 15 octobre 2016. À la présentation, c'était Imrana Kilo Maïga avec une coordination de Maria Maïga depuis Bamako. À la régie vidéo et son, Nouhoun Guiré et Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.